Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'orientation pour nos enfants. Bien sûr, cette vidéo est surtout tournée pour les parents d'adolescents de collège et ou de lycée, mais aussi pour les professeurs qui accompagnent leurs élèves sur l'orientation. Donc, l'idée vraiment est d'accompagner sans projeter, c'est ça qui est le plus compliqué, mais le mieux. Alors, pourquoi l'orientation, c'est un accompagnement et pas une prescription? Euh, Premièrement, parce que l'intérêt de l'orientation, et c'est ce que j'essaye de dire à tous mes collègues aussi, c'est que l'orientation, c'est pas choisir un métier. L'orientation, c'est surtout mieux se connaître pour arriver à choisir un métier. Mais l'idée, c'est que ça soit un processus d'exploration personnelle et pas se dire ben il faut qu'un sixième ou un cinquième ils sachent s'ils doivent faire médecin ou pas. Non, déjà un sixième et cinquième, si ils arrivent mieux à se connaître et se dire ah oui mais j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, j'aime bien prendre soin de telle personne, j'aime bien. Mais ça c'est déjà très important, ça c'est bien. Voilà. Euh, le fait aussi donc de mieux se connaître va permettre de développer une confiance en eux et une autonomie euh, sur, euh, sur leur propre choix, ce qu'ils aiment pas, ce sur quoi ils veulent se tourner, sur quoi ils ne veulent pas se tourner. Voilà. Et donc ça, c'est très important de créer cette confiance et cette autonomie parce que ça va permettre à notre jeune de s'adapter à leur vie future et à s'adapter à un parcours professionnel qui va potentiellement ne pas être linéaire. Voilà, malheureusement, on ne on on n'arrive pas, enfin, il y en a de moins en moins, bien sûr que ça dure encore, mais il y en a très peu qui ont le même métier de 20 ans jusqu'à 65 ans. Voilà, donc c'est plus comme avant là-dessus. Voilà. Donc le fait de s'adapter du coup aux différentes conditions professionnelles, de s'adapter aux différents changements professionnels qui va s'opérer tout au long de sa vie, ça c'est très important. Et pour ça, eh bien justement, comme je l'ai dit, c'est développer la confiance, l'autonomie et arriver à mieux se connaître et pas un choix de métier. Orientation n'est pas uniquement le choix de métier. Ça peut être un choix de parcours, ça peut être un choix d'études, ça peut être un choix de goût. Ça peut être mieux se connaître. C'est ça l'orientation. Et aussi une chose importante, donc sur le Forum économique mondial, ils en parlent justement, mais ils le disent, le monde du travail, il évolue énormément vite. Ils disent du coup que 65% des métiers de demain n'existent pas encore. Donc, à quoi ça sert de te dire je vais orienter mon enfant sur tel métier parce que du coup je suis sûr qu'il va avoir du travail, je suis sûr que là ils vont enfin, le monde du travail va prendre mon fils ou ma fille pour ce métier-là parce que je sais que ça va être le métier de l'avenir. On peut pas savoir. On n'a pas de certitude. Donc, les certitudes d'hier ne s'appliquent plus. Les certitudes comme quoi il vaut mieux être boulanger parce que du coup le pain, donc du coup on va toujours en avoir besoin et du coup ça va être formateur et si et ça. Non mais là on peut pas être sûr à 100%. Donc là peut-être que c'est une chose très importante de se dire que l'orientation c'est pas une prescription des parents, c'est surtout un accompagnement. Donc l'importance des goûts et des valeurs, j'en ai parlé un petit peu, mais je vais le développer un peu plus grandement. C'est que euh, il y a des questions essentielles à se poser.
Donc, les questions essentielles, c'est qu'est-ce que tu aimes faire longtemps sans t'ennuyer? Alors, s'ils répondent oui, j'aime bien jouer à la console, j'aime bien ça. Oui, ça c'est des occupations, même s'ils peuvent faire un métier en lien avec ces occupations-là, mais de creuser plus loin que ils aiment ils aiment uniquement jouer. Voilà. Ils aiment aussi faire autre chose. Et même dans le jeu, on peut avoir justement des aptitudes naturelles. Ils ou elles aiment jouer à la poupée et s'occuper de leurs proches aussi. Ils aiment faire la cuisine. Ils aiment, mais tout ça, du coup, ça va permettre de mieux cerner quels sont les goûts. Après. Euh, euh, Quand je dis le jeu vidéo, etc., c'est pas pour dénigrer. Au contraire, du coup, il y a énormément de métiers en lien avec l'informatique, les jeux, etc., le design et tout. Donc ça c'est bien, mais souvent il faut l'exploiter un peu plus parce que jouer pour jouer, oui, il y a des youtubeurs, etc., euh, qui font des gagnent leur vie en jouant. Par contre, du coup, c'est minoritaire. Bien sûr, après, c'est tout ce qui est en lien avec le codage informatique, mais il faut voir, il faut creuser si ils aiment ce codage, parce que jouer à des jeux vidéo et coder, c'est quand même deux choses séparées. Voilà. C'est un peu à l'image de conduire une voiture et aimer la mécanique dans la voiture. C'est deux choses complètement séparées. Voilà. Donc, donc ça, voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir, arriver à voir ce qu'ils aiment vraiment. Donc sans s'ennuyer, c'est ce qu'ils aiment faire sans s'ennuyer. Ça peut être pas mal. Ça permet d'avoir les aptitudes naturelles, ce que je dis, et des sources de motivation intrinsèques. Parce que souvent, on va s'orienter, enfin en tout cas, il y a eu des générations qui sont orientées comme ça, qui se sont orientées sur pas les goûts, mais surtout sur qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui fait de l'argent. Sauf qu'on peut le voir pendant 40, 45 ans, si la seule motivation pour se lever, c'est vraiment l'argent, 40, 45 ans, c'est énorme, et donc là, c'est compliqué. Maintenant, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire un métier, donc du coup, où on galère chaque mois, mais par contre, on est content de le faire, mais parce que ça nous plaît, mais au final, on galère tellement chaque mois que ça nous en dégoûte, à force de cette passion, on va dire, c'est pas bon non plus. Donc bien sûr, il faut avoir un juste milieu dans les deux. Voilà. Donc, il y a aussi, et donc c'est pour ça que je les ai séparés, ce qu'on aime faire et les aptitudes naturelles, des valeurs personnelles. Euh, c'est vrai que avoir un métier en lien avec les valeurs profondes que l'on a, c'est-à-dire que, je prends un exemple, c'est mes valeurs, c'est euh, aider les gens, aider à les soigner, et ça, c'est mes valeurs personnelles, c'est-à-dire finalement, cette abnégation, c'est je prends plus soin des autres que de soi-même. Alors bien sûr, il faudra avoir un équilibre, mais admettons qu'on ait envie de ça, ben du coup, ça c'est des valeurs profondes que l'on a en nous. Et donc ça peut-être qu'on va pouvoir l'exploiter dans différents métiers, donc qui va nous 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 comment dire nous épanouir parce que c'est nos valeurs profondes et nos goûts aussi. C'est les deux en même temps du coup. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai mis dans les exemples, un exemple concret. Un jeune attiré par l'aide aux autres peut s'épanouir dans des métiers variés, la santé, l'éducation, le social, la psychologie, l'accompagnement. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas le métier qui compte. C'est pas éducateur, psychologue, docteur, vétérinaire. C'est pas le métier qui compte, mais plutôt la valeur qu'il incarne. Voilà. Et ça va être très important de le savoir. Nous, ce qui va être très important, c'est d'éviter les projections familiales. Voilà, ça c'est un piège fréquent. Donc,
Le principal, ça, c'est le poids de l'histoire familiale. Ça, des parents qui ont euh, leurs propres peurs, leurs propres regrets et les ambitions non réalisées. Donc, je prends un exemple là-dessus, leurs propres peurs, c'est-à-dire que notre enfant, il se dit, ben, en fait, j'aimerais me tourner dans les métiers du spectacle, mais la peur de qu'ils s'en sortent pas, la peur de pas pouvoir manger, de pas pouvoir se loger, de pas pouvoir voilà, et cette peur-là, elle est importante là-dessus, et un grand nombre d'acteurs et actrices en parlent justement de ce poids de la famille qui n'ont pas accepté l'orientation de leur enfant à cause de ça. Alors tout le monde ne peut pas être acteur ou actrice, mais dans les métiers du spectacle, que ça soit costumier, costumière, tout ce qui est en lien avec les décors, en lien avec la réalisation, en lien avec euh, tout ce qui est scénario, en lien avec tout ce qui est dans la vidéo, dans la projection. Enfin, il y a énormément de métiers du spectacle, il y a le cirque, il y a tout ça. Enfin, il y en a énormément, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette peur-là, finalement, par rapport à être ingénieur ou autre. Voilà. Et en plus, l'un et l'autre ne veut pas dire qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre en termes de salaire. Tout va dépendre le parcours, tout va dépendre de la nature du métier, qu'il soit de spectacle, de littérature, de sciences. Les regrets. Alors ça, c'est les regrets, c'est tout ce qui est oui, mais moi, si j'avais eu la chance ou si j'avais compris que si j'avais fait telle ou telle étude, j'aurais pu avoir telle ou telle chose, ben je l'aurais fait. Ça, ces regrets-là, ça va pas parce que chacun est différent, chacun se réalise un parcours du coup professionnel et un parcours de vie. D'où pourquoi le regret, il doit pas être là-dedans, il doit être plutôt, enfin, il doit pas y avoir de regret déjà, mais si on développe notre enfant sur ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il et qu'on développe l'autonomie, qu'on développe ses goûts personnels, etc. C'est grâce à ça qu'il n'y aura pas de regret, parce qu'en fait, ça sera construit dans sa tête. Donc forcément, il y aura pas de regret. Et alors, les ambitions non réalisées, le nombre de personnes, hommes comme femmes, qui se disent, ah oui, mais moi, j'ai toujours voulu faire footballeur professionnel, danseur, danseuse, footballeur, footballeuse professionnelle. Et du coup, c'est pour ça que dès tes 3, 4 ans, 5 ans, je vais t'inscrire du coup au foot, je vais t'inscrire à la danse, comme ça, toi, tu pourras faire les rêves que j'ai voulu, que je voulais faire. Ça, c'est vraiment très piégeux. Euh, Ça, c'est vraiment vivre à travers son enfant. Et on est plus dans l'émotionnel plutôt que qu'une construction de la personnalité de son enfant. Voilà. Donc ça va influencer ses choix et ça va influencer nous inconsciemment nos conseils que l'on va avoir. Donc on n'aura pas forcément des conseils en bienveillance, mais surtout en accompagnement, mais on aura tendance à faire du prescriptif en fait là-dessus, en faisant tout ça. Donc voilà, on va projeter nos désirs sur notre enfant et ça, on pourrait se dire oui, et alors du coup, on veut le bien pour notre enfant. Mais là, finalement, en projetant nos désirs, ça va créer l'inverse, parce en fait, ça va créer du stress, de l'anxiété et des blocages euh, parce que ils vont pas se sentir de le faire. On le voit notamment sur les personnes qui ont des entreprises familiales. Il y a cet enjeu de je vais reprendre l'entreprise de papa maman sans avoir justement ce goût-là, mais on l'inculque en disant ben oui, ça va être ton héritage, donc il va falloir que tu fasses ça. Mais du coup, il va y avoir ce stress-là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Mais moi, j'aime pas trop, mais il va falloir que je me force. Donc c'est l'anxiété, les blocages émotionnels. Mais moi, j'aime pas ça. Je préfère ça là-dessus, donc je me freine émotionnellement. Voilà. Et donc cet enfant va se sentir tiraillé entre satisfaire ses parents et suivre ses propres aspirations. Et ça, c'est très compliqué pour l'enfant. Et je pense que
personne ne le veut, ça. C'est que on part d'une bonne intention, c'est-à-dire on a notre entreprise familiale, on va la léguer pour que justement son enfant ait quelque chose et s'en sorte et ne galère pas comme nous. Mais vous voyez, là c'est la même chose, c'est cette peur et ce regret, ces regrets, cette peur qu'il ne galère ou qu'elle ne galère pas. Donc ça c'est très important de s'en enlever de ça. Donc voilà, un témoignage du coup que j'ai pu avoir, enfin un témoignage enfin plutôt c'est pas, je sais pas pourquoi j'ai mis témoignage, mais c'est plutôt un exemple que j'ai vécu. J'ai eu un ado dont les parents voulaient vraiment un métier sûr. C'était ingénieur, médecin, donc parcours royal, c'est-à-dire parcours scientifique. Donc à cette époque-là, il y avait encore les premières S terminales S, mais du coup pour maintenant c'est les premières et terminales à option un peu plus scientifique, avec un tronc avec une spécialité mathématique notamment. Et du coup, l'adolescent voulait pas. Il voulait rentrer en lien avec les arts numériques. Donc là, du coup, on a longuement hésité, on a longuement discuté avec les familles. Les familles étaient vraiment très réticentes, mais ils ont compris que c'était pour le bien de l'enfant et que du coup, tout peut bien se développer si du coup, on a quelque chose construit, si on a un parcours documenté, etc. Et donc en fait, cette adolescence s'est finalement épanouie en art numérique, voilà. Et aujourd'hui, je le suis encore, il travaille sur des projets internationaux et il a trouvé sa voie. Et projets internationaux en lien avec les arts numériques, on n'est pas sur un salaire de 1 200, 1 300 euros. Donc, et il gagne, cet adolescent, plus qu'un ingénieur. Voilà. Et plus qu'un médecin en termes de rapport euh, salaire-temps. Hein, voilà. Donc, temps de travail. Donc ça, du coup, voilà, c'est des choses qu'il faut s'enlever. Il y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas euh, peut-être dans de notre vie. Et on peut pas être sûr à 100% que il va galérer ou elle va galérer parce que on a nos idées. Ingénieur, ça gagne, médecin, ça gagne. Surtout, il faut aussi s'enlever de l'esprit que, qu'il faut absolument que des choses qui gagnent 10 000 € par mois, 5 à 6 000 € par mois. Alors oui, c'est bien, mais si c'est gagner 8 à 10 000 € par mois, mais être sous cachet parce qu'être dans un mal-être, moi je pense qu'il vaut mieux être dans un bien-être et gagner 2 000 €, ce qui est pas un salaire bas non plus, plutôt que être à 5 6 000 € et être en train de prendre des cachets parce que pas être bien dans sa peau, pas être bien dans son corps, etc. Voilà. Moi, c'est mon avis. Moi, je pense que le plus important, c'est le bien-être de notre enfant et de nos enfants. Bien sûr, sans galérer, bien sûr, je comprends là-dessus, mais je reviens à nouveau sur ça. Ne pas galérer, c'est le construire. Et le construire, et c'est là où ça fait une transition sur ce que je vais dire là, c'est on le construit et donc quelle serait notre posture à nous d'accompagnant et comment faire pour construire notre enfant sur ses goûts, construire notre enfant sur son sur sur pardon, sur comment avoir construire ses choix, voilà, et comment permettre d'avoir une autonomie face à son parcours et face à ses choix. Donc toujours pareil, mais c'est toujours la même chose, mais ça marche. C'est pour ça que je le redis. Mais c'est poser des questions ouvertes, adopter une posture réflexive, poser des questions ouvertes comme qu'est-ce qui t'a plu dans cette activité, qu'est-ce qui t'a permis, enfin qu'est-ce qui apparaît à tes yeux comme des valeurs sur telle ou telle activité ou tel métier? Qu'est-ce qui te rapproche par rapport à tes goûts sur tel ou tel métier ou telle activité? Parce que ça peut ne pas être sur un métier. Voilà. Et de poser des questions ouvertes comme ça, tout en écoutant sans juger et en laissant euh, euh, parler, argumenter notre enfant,
tout ça, ça va lui permettre de se construire complètement parce que il va y avoir des causes-conséquences, des argumentations, des questionnements. C'est-à-dire que à force qu'il parle ou qu'elle parle, elle va se dire ah oui mais c'est vrai mais pourquoi je dis ça moi d'ailleurs ah oui je pense ceci parce que et donc ça va développer sa pensée et donc favoriser l'analyse personnelle, encourager cette analyse personnelle plutôt que donner des conseils clés en main, c'est-à-dire telle activité, il va falloir que tu regardes si ça et ça te plaît. Non, l'objectif c'est qu'il se débrouille ou qu'elle se débrouille par soi-même et que justement il ou elle puisse se dire bon je vais aller là, je vais faire cette activité, bon mais moi là je vais me dire si ça me plaît ou pas. Enfin, je vais essayer de réfléchir sur ce que ça me plaît et peut-être qu'au début ça va être compliqué, mais en posant les questions à la fin et du coup en voyant finalement sur les premières activités que il va le voir que il va se dire ah oui purée j'ai pas vu ça dans tel ou tel métier si ou dans telle ou telle activité si ça m'aurait plu si ça me plairait etc ah ben je vais faire attention dans les prochaines activités que je vais faire si voilà et ça c'est une construction plutôt que d'avoir une to-do list se dire ah, il faut que je regarde ça parce que maman et papa m'a dit ça. Voilà. Et surtout, être un soutien bienveillant, un repère stable, c'est-à-dire que pendant toute sa construction, parce que peut-être qu'on va passer de médecin à vétérinaire, à chef de plateau, à professeur de maths, ou voilà, on va passer à plusieurs stades, mais du coup d'être accompagnant, bienveillant, sans dénigrer, pas décider à la place en disant oui moi entre médecin et professeur de mathématiques, je te conseille plutôt médecin. Voilà. Non, c'est accompagnant et surtout de se dire, ok, eh bien, très bien. Là, du coup, t'as ça et ça. Pose les pour et les contre. Qu'est-ce qui te plaît là plus? Qu'est-ce qui te plaît pas? Etc. Et puis peut-être que là, euh, t'es pas prêt à choisir telle ou telle chose, mais est-ce que du coup là, est-ce que tu pourrais savoir quel serait le tronc commun pour que sur l'orientation en termes d'études, ben, du coup ça te laisse du temps pour le faire. Et encore que parce que les parcours ne sont pas linéaires, mais ça j'y reviendrai dessus. Mais voilà, être ce repère stable, ça va être très important. Quelles sont les ressources pour s'informer et expérimenter? L'ONICEP, ça c'est une manne et du coup et en plus ils l'ont refait. C'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de fiches métiers, il y a des vidéos. Alors il y a des vidéos et en plus elles sont de plus en plus immersives. C'est pas uniquement une présentation d'un métier. Il y a des vidéos vraiment qui rentrent à l'intérieur du métier, où il y a des témoignages de professionnels, d'enfants, adolescents, etc. Donc ça, vraiment, c'est très important. Il y a des tests d'intérêt pour explorer ses affinités professionnelles, donc des tests de goût que l'on peut aussi refaire à l'école, au collège, qui peut être bien parce que c'est apprendre à se connaître. Donc ça, c'est une ressource complète, l'ONICEP, hein, donc vous tapez ONICEP sur un moteur de recherche et vous l'avez, c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription et tout est à portée. Il y a aussi bien sûr, alors là j'en ai mis trois sortes, mais je vais détailler d'autres éléments en plus. Il y a bien sûr les conseillères d'orientation qui sont donc dans chacune des villes, donc dans chaque ville, du coup, il y a des conseillères d'orientation, donc il y a un pôle orientation, il faut se renseigner. Vous regardez pôle orientation de la ville, du coup, et vous allez trouver les adresses. Alors ça, c'est pas mal parce que ça permet de discuter avec une professionnelle de l'orientation ou un professionnel de l'orientation. Donc c'est si on a des questions supplémentaires à poser, en plus de toutes les informations qu'on a sur l'ONICEP. C'est bien d'y aller. Après, vous avez les différents stages et forums, donc les stages d'observation qu'on peut réaliser en collège notamment et en lycée, et le forum des métiers qui sont organisés dans les collèges et les lycées aussi. Donc ça va permettre de découvrir concrètement les réalités du travail et bien sûr, l'ONICEP c'est très bien, s'y mettre dedans avec ces stages et les forums des métiers, c'est encore mieux parce que on a une expérience en direct là-dessus. Donc ça c'est en plus.
les rencontres professionnelles, donc encourager les rencontres avec des professionnels et des visites d'entreprise. Donc, il y a des visites d'entreprise qui se réalisent pratiquement chaque année au collège et au lycée. Dans les collèges aussi, on essaye qu'il y ait des professionnels qui rentrent dans les collèges pour parler de différents métiers et on essaye de varier les différents métiers pour que justement on ait un grand panel. Donc là, ça permet aux jeunes d'échanger de façon authentique et aussi de mieux comprendre les coulisses du métier et pas se dire que, par exemple, je prends un exemple de vétérinaire, c'est soigner les animaux, mais aussi il y a de l'euthanasie dedans. Donc ça, c'est un peu les coulisses, et donc ça, il faut aussi s'y préparer. Bien sûr. Donc, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a aussi toute l'orientation qui est fait donc de la cinquième à la troisième. euh, Notamment, bien sûr, ça se fait après au lycée forcément de plus en plus, mais de la cinquième à la troisième, on fait des séances d'orientation. Donc notamment en heure de vie de classe, où on essaye de réaliser un parcours donc selon avec des des plateformes numériques pour qu'ils gardent trace de ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont réalisé. Donc il y a ça aussi en plus. Donc il y a énormément de choses, mais du coup je pense qu'il faut et c'est mon rôle là dans ces vidéos, la coéducation et donc la parentalité, c'est bien qu'il y ait les professionnels de l'orientation qui se chargent de l'orientation, mais aussi les professionnels de l'éducation, donc en lien avec les collèges et les lycées, mais aussi vous en tant que professionnel de l'accompagnement de votre enfant, donc travailler avec ONICEP, aller aussi quand vous visitez que ça soit des zoos, etc. On peut aller voir des soigneurs, on peut poser des questions aux soigneurs. Donc, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec nos enfants. Aller voir un musée, aller à la bibliothèque, ça c'est gratuit, et du coup, à poser des questions aux différents bibliothécaires. Voilà. Il y a énormément de choses que l'on peut faire de nous-mêmes. Donc, comment dialoguer avec son enfant? Ben, déjà créer un espace de confiance, sans pression ni jugement, un climat sécurisant, voilà, où le jeune peut exprimer ses doutes et ses rêves librement. Donc, sans l'interrompre, en l'écoutant du début jusqu'à la fin, en posant des questions ouvertes, en lui demandant, oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, des choses de ce style-là. Partager avec humilité, partager ses expériences sans imposer un modèle. Pas dire: «Oui, mais moi, j'ai fait ces études de médecine, je me suis cassé les dents, c'est très dur, j'y arrive là, ça va être compliqué pour toi, donc je te le conseille pas». Non, heu, plutôt sur ce même exemple, c'est: «Moi, j'ai testé, j'ai tenté, ça m'a pas convenu, mais ça veut pas dire que toi, ça te conviendra pas. En tout cas, moi, j'avais pas eu les tenants et les aboutissants de, ces études-là et de ce métier-là. J'aurais pu m'informer davantage. Toi, tu as peut-être, vu que tu y es pas encore, tu la possibilité de t'informer supplémentaire, donc je te laisse t'informer. Voilà. Ça, c'est on crée du coup son autonomie par rapport à ses goûts, par rapport à son avenir. Valoriser l'apprentissage, donc c'est-à-dire valoriser les essais, les erreurs et la capacité à rebondir. Donc l'échec, c'est une étape normale de l'apprentissage. Ça veut pas dire Hem, que, du coup, il va ou elle va se tromper dans son cursus, il va se tromper dans ses goûts, elle va ou il va se tromper dans tel métier que, il ou elle aimerait faire, que du coup, hem, c'est une grosse erreur. Non, au contraire, c'est grâce, hem, c'est grâce à ces erreurs-là qui va permettre le rebondir, qui va créer justement ou elle va créer ses apprentissages. Donc, l'autonomie, vous le comprenez, est au cœur de tout. L'orientation, c'est un choix personnel qui doit correspondre à la singularité de l'enfant. Chaque jeune est unique avec ses propres talents et aspirations. Donc, il faut soutenir sans enfermer et accepter le droit de l'erreur, je l'ai dit. Des témoignages et exemples concrets. Donc, un exemple d'un jeune qui a exploré plusieurs pistes. J'en ai un qui avait fait sciences, et puis après théâtre, puis après communication. Ben, et là maintenant, il est dans la médiation culturelle. Ben, il a trouvé sa voie et chaque étape a nourri son projet final. Rien n'est linéaire.
et de moins en moins, on a une linéarité, j'en ai parlé au tout début, dans les métiers. Donc voilà, il faut accepter ça, accepter du coup ces différentes erreurs qui lui ont permis de rebondir et de créer son projet final. La coéducation, donc ça, c'est un exemple concret de coéducation en action. Euh, donc, si le parent, et je l'ai déjà dit, mais bon, je le répète, le parent, avec l'école et avec les professionnels de l'orientation, parce qu'il existe des conseillers d'orientation, bien sûr, à l'école aussi, en plus dans les institutions, dans les pôles orientation. Si tous les trois acteurs ont créé un réseau de soutien cohérent autour du jeune par rapport à l'orientation, ben là, plus on fait ça, plus justement on va avoir une orientation choisie pour notre enfant, une orientation mûrie, une orientation bienveillante aussi. Et donc l'impact d'une posture bienveillante, c'est là aussi, donc ça fait un lien, c'est que un jeune qui est soutenu ose davantage et rebondit plus facilement face aux obstacles et face aux erreurs. Ça, c'est clair. Plutôt que on n'a pas le côté bienveillant, c'est-à-dire que on lui dit non mais dans le théâtre ça va pas, ça va être nul, une orientation sur le théâtre. Notre enfant, ben, du coup se dit non mais je vais le tenter quand même, je vais le faire. Et donc du coup là il le tente, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et du coup, nous, on lui dit, ben, tu vois, tu m'avais écouté, tu aurais pas fait ça, voilà, ben, allez, t'as tout à recommencer, mais tant pis pour toi, etc. Là, on va créer un enfant, du coup, qui n'aura plus du tout confiance en lui. On va avoir un enfant qui ne saura pas être autonome. Il va se dire, bon, ok, je me suis trompé, ben vas-y, décide à ma place. Moi, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus. Et voilà, on n'aura plus d'enfant autonome là-dessus. Et donc, plus tard dans sa vie, une fois admettons, on a un enfant qui se fait virer, compression de personnel, etc. Et alors après, si vous êtes plus là, euh, J'espère, j'espère tard, mais si vous êtes plus là, comment il fait? En fait, il se retrouve complètement désarmé parce que il ne sait plus quoi faire. Donc ça, c'est très important, d'où tout ça. Et donc, bien sûr, accepter vraiment que on change de métier, que la stabilité n'est pas une fin en soi, que un métier qui rémunère à 10 15 000 euros par mois, ce n'est pas une fin en soi. C'est euh, plutôt une orientation pour notre enfant, c'est plutôt un chemin de connaissance de soi. C'est pas une course au métier stable. C'est un processus vivant qui se construit avec le temps. Et bien sûr, l'accompagnement est très important pour vous et ce qui va permettre cet accompagnement, c'est qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimes faire longtemps sans t'ennuyer, qu'est-ce que tu as aimé faire dans ces activités. Et ça va ouvrir des portes énormes pour notre enfant. Et d'offrir cette écoute, d'offrir des ressources que l'on va trouver sur l'ONICEP, etc. Et offrir cette confiance que l'on va mettre dans notre enfant va permettre à notre enfant de construire son avenir euh, et ses propres couleurs, et pas nos couleurs à nous, et l'enfermer sur nos propres regrets, l'enfermer sur nos propres peurs ou nos propres aspirations. Vraiment. Bon, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très vite. Au revoir.